La grande méchante interview. Merci Gwen, merci à vous Madame Anne Sander d'avoir répondu à notre invitation. Alors déjà on a appris pas mal de choses grâce à vous, grâce à vos réponses, grâce à la revue de presse de Théo et grâce à toi Gwen. Ah bah on a appris notre potion magique. Ah bah là. Donc on a tous bien appris nos cours et ceci dit je dois vous dire que je suis quelqu'un qui me pose quand même beaucoup de questions et du coup j'en ai encore quelques-unes qui me trottent dans la tête. Et je les ai restituées pour vous. Alors, avant tout, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement, très concrètement, les changements qui sont sur la table pour la prochaine PAC actuellement, notamment en ce qui concerne du coup le système d'aide financière aux agriculteurs? Alors, dans les politiques agricoles précédentes, on disait aux agriculteurs, il y avait des mesures, les mesures de verdissement qu'il fallait respecter. Et les agriculteurs il y avait 3 mesures à respecter. Et on était plus dans une logique, ça n'a pas bien marché, parce que les agriculteurs n'ont pas tellement accepté, ça s'est mal passé. Et donc, dans la nouvelle logique, il y a plus de contraintes pour les agriculteurs parce que ces mesures qui étaient davantage volontaires, on les a intégrées et maintenant, ce qu'on appelle le verdissement, eh bien, ce sont des mesures obligatoires pour les agriculteurs. Donc, c'est trois mesures à respecter. Ce sont des surfaces d'intérêt écologique, donc c'est des surfaces sur lesquelles on ne produit pas, on laisse le sol se régénérer. Ce sont des prairies permanentes et c'est la diversification des cultures. Donc ça, avant, si les agriculteurs le faisaient, ils avaient des financements. Là, aujourd'hui, on leur dit, pour vous dire que c'est plus contraignant aussi, on leur dit, si vous voulez toucher 1 euro de PAC, il faut respecter absolument ces 3 mesures. Et on prend une partie des financements qu'ils avaient auparavant et on les met dans ce qu'on appelle des éco-régimes. Des éco-régimes, c'est 30% du budget des aides directes de la PAC. Pour toucher cet argent, eh bien, les agriculteurs vont devoir faire des efforts supplémentaires. Par exemple, sur les surfaces d'intérêt écologique, on va dire aux agriculteurs, pour toucher la PAC, il faut 5% de surface d'intérêt écologique. Si vous voulez en plus toucher des mesures des éco-régimes, eh bien, il faudra monter à 10% de surface d'intérêt écologique. Donc ça, c'est pas encore acté, parce qu'on est toujours dans les discussions, mais c'est un peu dans l'esprit. Okay. Voilà. Juste, excusez-moi, je voudrais juste vous demander de parler un tout petit peu plus en face du micro, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Mais du coup, au niveau des subventions agricoles, ce qu'il y avait avant, c'était effectivement le système d'aide par hectare en fonction de la surface exploitée par les agriculteurs. Où ça en est, parce que c'est énormément critiqué du coup dans le débat, j'ai l'impression. Et oui, où ça en est? Est-ce que ce système d'aide va continuer ainsi, ou est-ce qu'il va être vraiment réformé et il va y avoir une autre manière de subventionner? Alors, en partie, c'est vrai que ça a été très critiqué parce qu'on dit toujours, finalement, ce sont les très grandes exploitations qui bénéficient de plus de financement européen. Dans certains pays européens, c'est vrai. Vous prenez la République tchèque, par exemple, ce sont des très grandes exploitations agricoles. En France, c'est pas vrai. En France, la surface moyenne, je sais pas, ça doit être de 50 hectares. Je vous dis 50, c'est peut-être 50, 60 hectares. Donc, c'est quand même une exploitation, chez nous, familiale, traditionnelle et à taille humaine. Dans cette nouvelle PAC, mais déjà dans l'ancienne, mais là, sans doute, ça va être renforcé, eh bien, il y aura aussi des primes aux plus petites exploitations. Aujourd'hui, si vous avez moins de 52 hectares, on vous donne de l'argent de la PAC en plus. Et puis, c'est toutes les pratiques vertes qui, dans cette nouvelle PAC, eh bien, sont renforcées. Donc, c'est vraiment l'idée de pousser les agriculteurs à faire plus d'efforts. Et puis, vous avez premier pilier de la PAC, les aides directes. Et puis, vous avez un deuxième pilier avec des aides indirectes. Et là, ce sont aussi des aides à l'investissement qui sont moins liées au nombre de hectares. Et enfin, dernier point, dans cette nouvelle PAC, il est prévu aussi de mettre un plafonnement des aides
Donc ça, c'est une mesure, je crois, importante. Mais il faut que ce soit pragmatique. C'est-à-dire que, OK pour un plafonnement, mais il faut, par exemple, tenir compte. Moi, je milite pour qu'on puisse enlever de ce plafonnement tout ce qui comporte les charges sociales pour l'emploi. Vous voyez, enfin, voilà. Donc, il faut des aménagements. Mais en tout cas, je trouve, moi, que la PAC va plutôt dans le bon sens. Vous ne pouvez pas réformer du tout au tout une agriculture du jour au lendemain. Moi, j'entends certains nous dire il faudrait, par exemple, conditionner les financements de la PAC aux emplois créés. Alors, l'idée sur le papier, c'est très très bien. Mais si vous faites ça, eh bien, vous savez aussi que tout l'argent de la PAC va se déplacer. Il va y avoir des transferts en Europe. Par exemple, tout l'argent que les agriculteurs français touchent aujourd'hui, eh bien, pourrait aller vers des pays où l'agriculture est moins moderne, où il y a encore beaucoup de très petites exploitations, où il n'y a pas eu de réforme, pas de modernisation. Et moi, je regrette le modèle agricole qu'on doit défendre. C'est un modèle agricole moderne dans lequel on fait des investissements. On rêve tous, on a tous l'image de Martine à la ferme ou de la petite maison à la prairie. Je ne sais pas si ça vous parle encore. Si, bien sûr. Ouais, vous êtes plus jeune que moi. Mais vous voyez, aujourd'hui, pour continuer à être pérenne, le monde agricole doit s'adapter. L'agriculteur aujourd'hui, c'est un chef d'entreprise qui s'y connaît en investissement, bien sûr en agriculture, mais qui s'y connaît aussi en numérique, qui a évolué avec son temps. Okay. Donc pour ça, il faut des moyens et on ne peut pas simplement passer un système comme il peut encore y en avoir dans certains pays, très archaïque. Et c'est ça que vous entendez, c'est ça que vous entendez par modernisation de l'agriculture, c'est la numérisation, le passage à la technologie. Ça en fait partie. Quoi d'autre ? Il y a tout le volet aussi participation du monde agricole dans la réduction des gaz à effet de serre. Aujourd'hui, eh bien, vous savez qu'il y a toute une discussion sur les crédits carbone. Ouais. Les agriculteurs aujourd'hui, eh bien, sont en mesure, à travers leurs pratiques, de capter des crédits de carbone. Et ça, aujourd'hui, c'est pas valorisé. Donc, il faudrait le valoriser davantage. Donc, il y a des pratiques qui commencent à se développer, des exploitations agricoles qui font des bilans carbone et qui sont donc en mesure de capter. Et ça aussi, il faut le rémunérer. Il y a tout l'investissement des agriculteurs dans les énergies renouvelables. Beaucoup de choses sont faites, notamment à travers la méthanisation aussi. Et donc, ça fait des circuits, ça fait de l'économie circulaire où on valorise absolument tous les produits de l'exploitation, tous les produits, tous les coproduits et toutes les pratiques. D'accord. Et au niveau de transition écologique, en France, on en est où par rapport au reste de l'Europe ? Transition écologique de l'agriculture, j'entends évidemment. Je pense que par rapport à certains pays européens, la France est plutôt en avance. Nous avons une habitude en France, c'est généralement de transposer les règles européennes. Donc, quand vous avez une norme, par exemple, environnementale européenne, eh bien, lorsque cette norme est retranscrite en droit national, la France, généralement, rajoute des contraintes supplémentaires. Alors, c'est vrai en agriculture, mais c'est vrai aussi dans le domaine de l'industrie. Et ce qui fait que notre agriculture, par rapport à d'autres pays européens, est plutôt en avance. Okay. J'aimerais revenir aussi sur cette question de plafonnement du coup des subventions. C'est vrai que la PAC du coup aujourd'hui est assez critiquée pour être très voire trop productiviste. Sauf que pour réussir à avoir un salaire à la fin du mois, les agriculteurs doivent produire toujours plus actuellement et exportent énormément de leur rendement vers l'étranger. Est-ce que c'est réellement encore rentable pour l'Europe et ses agriculteurs d'exporter le surplus, ou est-ce qu'il ne faudrait pas mieux trouver un moyen de plutôt ralentir la cadence ? Moi, je pense que nous, en tant qu'Européens, nous avons aussi cette responsabilité de nourrir le reste du monde. Parce qu'il y a des zones dans le monde où on produit moins facilement, parce que les conditions climatiques ne le permettent pas. Et donc, nous avons cette responsabilité d'apporter
à manger, d'apporter des céréales, par exemple, dans certains endroits du monde où il n'y en a pas. Donc cette vocation exportatrice de l'agriculture, moi j'y crois et j'y suis tout à fait favorable. Néanmoins, ça doit là aussi se faire de manière raisonnée. Derrière, ça crée de l'emploi chez nous. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Je pense que nous devons aussi nous focaliser davantage sur les produits qui rentrent dans l'Union européenne. Parce qu'aujourd'hui, eh bien, un certain nombre de produits viennent d'autres parties du monde et ces produits viennent d'autres parties du monde, non pas parce que on peut pas les produire chez nous, mais parce que de les produire au Brésil, en Argentine ou ailleurs, ça coûte moins cher. Et là, on a vraiment un problème parce que ce sont des produits qui ne respectent pas ni nos normes parfois sanitaires, ni nos normes environnementales. Et donc, c'est une véritable concurrence déloyale pour nos agriculteurs, mais c'est aussi mauvais pour la planète, tout simplement, et pour les gens qui les produisent. D'accord. Théo, je crois que tu avais une question. Oui. Pour revenir sur ce côté exportation, on entend souvent que les produits agricoles européens auraient tué un certain nombre de petits producteurs en Afrique ou dans d'autres pays hors Europe. Quel est le lien avec la PAC, justement, et quel est le lien entre le côté productiviste, le côté exportateur, et justement la disparition des producteurs d'arachides au Sénégal, par exemple, ou bien d'autres producteurs qui ne pouvaient pas être compétitifs par rapport aux salves de produits qui venaient d'Europe? Écoutez, alors bon, il y a peut-être eu des problèmes dans le passé, mais je vois aujourd'hui tous les efforts qui sont faits par l'Europe à travers des investissements dans des pays peu développés. L'ouverture aussi de nos marchés. Nos marchés sont largement ouverts à des produits venant de pays pour qui il est plus difficile de produire, sans compter que maintenant, eh bien, dans toutes les résolutions que nous prenons, dans tous les textes, nous sommes très vigilants au maintien d'une économie locale. On fait très attention aussi à tout ce qui est risque de déforestation dans certaines parties du monde où on aurait pu justement avoir ces pratiques pour produire davantage. Donc l'Europe est quand même très attentive à tous ces sujets-là et se sent une responsabilité. De nourrir, mais aussi de faire en sorte que dans ces pays, eh bien, les choses se passent bien. Est-ce que, Madame Sander, vous avez entendu parler de la plateforme pour une autre PAC ou pas? Oui. Oui, tout à fait. Je les ai rencontrés, d'ailleurs. Bien sûr. Super. Donc, pour nos auditeurs, je précise, la plateforme pour une autre PAC, c'est une plateforme française qui regroupe 45 organisations qui veulent une refonte de la PAC et qui agissent dans ce but au niveau français et européen. Du coup, est-ce qu'un collectif ou d'autres regroupements d'associations comme celui-ci arrivent à avoir un réel poids sur les décisions prises dans la PAC? Et est-ce que, par exemple, cette plateforme pour une autre PAC a eu une incidence sur la réforme de la nouvelle PAC 2021-2027? Écoutez, vous voyez bien, cette nouvelle PAC, elle est très largement tournée vers l'environnement, à travers des écorégimes, mais à travers une multitude d'autres mesures. Donc je dirais, suite aux élections européennes de 2019, où il y a eu quand même un changement de visage du Parlement, vert, oui, avec l'entrée de davantage d'écologistes. Alors, c'est pas les premiers partis politiques, mais on a quand même senti ce mouvement au Parlement européen, avec dans les partis traditionnels, même chez moi, aux Républicains, il y a une sensibilité écologique beaucoup plus forte parce que c'est le reflet de la société, nos concitoyens, les jeunes, vous en particulier, j'ai des enfants, des jeunes ados, qui font passer le message aussi. C'est un message qu'on entend aujourd'hui de partout. Donc évidemment, eh bien, c'est des préoccupations dont nous tenons compte également. Et moi, je considère eh bien, que cette nouvelle politique agricole commune va très très loin dans le domaine des mesures environnementales. Mais avec, pour moi, la nécessité de toujours veiller aussi aux revenus des agriculteurs, parce que les deux sont intimement liés. Alors,
aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de vous dire ce qu'il en sera de la PAC, parce que la PAC, elle est négociée, elle est discutée, les discussions sont vives, sont difficiles, avec certains aussi qui voudraient renationaliser la PAC, et ça, c'est une véritable crainte de ma part. Donc, il faut être extrêmement vigilant et je ne peux pas vous dire quel sera le résultat des négociations. Mais en tout cas, le Parlement, lui, s'est vraiment mobilisé dans ce sens-là, une PAC commune et environnementale, là où les États membres et le Conseil est beaucoup plus réticent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nos discussions patinent. On n'arrive pas à avancer dans nos négociations, parce qu'on a le Conseil qui représente les pays, les différents gouvernements, qui ne veut pas aller dans ce sens-là. Et donc, ils n'ont pas énormément beaucoup plus de poids que d'autres membres des partis écologiques européens, finalement, la plateforme pour une autre PAC. Non, mais on les entend, ça fait partie d'une des associations entendues par le Parlement. Comme nous recevons toutes les associations, tous les syndicats professionnels. D'accord. Parce qu'ils ont des demandes du coup assez précises. Et sur la plateforme pour une autre PAC, par exemple, dans la proposition qu'ils ont faite d'une nouvelle PAC, il y a une petite nuance qu'ils ont apportée. On ne parle plus de politique agricole commune, mais de politique agroalimentaire commune. Cette distinction, du coup, vient du fait que le terme agroalimentaire est un terme bien plus large et englobe plus de secteurs, et où l'agriculture y est présente à 40%. Qu'est-ce que vous pensez de cette distinction ? Est-ce qu'il faut vraiment remettre l'alimentaire au cœur de la PAC, en plus, du coup, de l'écologie et de l'économie dont vous parliez ? Oui, je sais que la plateforme pour une autre PAC fait un gros lobbying, enfin, c'est un lobbyiste, ce sont des lobbyistes, pour aller dans ce sens-là. Pour moi, évidemment, agriculture et alimentation sont liés. C'est d'ailleurs aussi ces sujets-là que nous trouverons dans la stratégie de la ferme à la fourchette, Farm to Fork, qui est actuellement en discussion au Parlement. Mais là aussi, il faut être cohérent. Vous voyez, moi, je vois aujourd'hui les initiatives qui se multiplient au niveau européen et qui partent dans tous les sens. On nous dit d'un côté, il faut une autonomie alimentaire en Europe. Et en même temps, on nous dit il faut plus de bio. Mais on ne sait pas si ça répond à un marché ou pas. On nous dit il faut... Le bio ? Oui, aujourd'hui, il faut le payer, le bio. Ouais. Et, enfin, voilà. Donc, on ne sait pas si les gens, aujourd'hui, surtout après la crise, auront les moyens de payer plus pour leur alimentation. Moi, je vois beaucoup de gens que je rencontre aujourd'hui qui sont dans une situation économique, sociale très difficile parce qu'ils perdent leur emploi, ils l'ont perdu ou vont peut-être le perdre. Et c'est des gens qui ont des problèmes pour boucler le budget en fin de mois et qui ne vont pas forcément être en capacité de payer une agriculture bio. C'est plus cher, c'est normal. Voilà, donc ça aussi, il faut en tenir compte. On dit qu'on veut cette autonomie alimentaire. Mais en même temps, on dit il faut... moins d'intrants, on est d'accord aussi, mais c'est une question de proportion. On dit il y a des surfaces qu'il ne faut pas produire, mais comment vous faites ? La population mondiale augmente, donc il faut produire plus pour nourrir ces gens-là. Chez nous, on va produire moins, à travers le bio, baisse des entrants, baisse des surfaces. Qu'est-ce qui reste ? Il reste qu'on va faire rentrer des produits venant d'ailleurs qui ne respectent pas nos standards. Ça, c'est une des incohérences que je tiens à souligner. Ensuite, il y a d'autres choses. On nous dit aussi, aujourd'hui, on dit aux consommateurs, il faut arrêter de manger de la viande, il faut arrêter de manger du sucre, il faut arrêter de boire du vin. On a des grosses discussions. Ralentir en tout cas. Mais on aura l'occasion de parler du vin plus tard. Vous n'entendez pas ce qui se dit au Parlement. Plus de vin. Alors que c'est une filière, le vin, une filière d'excellence au niveau européen. Et là, quand j'en entends certains, on dit on arrête les financements pour la promotion du vin. Vous voyez, je crois qu'il faut aussi faire confiance aux consommateurs. L'alimentation, c'est quelque chose d'important. On est en train de discuter de l'étiquetage, de la mise en place de Nutri-Score, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. C'est important, c'est lié à la PAC. Mais quand vous voyez que les Nutri-Scores tels qu'ils sont prévus, eh bien, on ne tient pas compte des quantités mangées. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si le Nutri-Score se met en place tel que prévu, eh bien, le fromage, donc produits laitiers, seront mal notés, tout simplement parce qu'on a une approche dogmatique et qui n'est pas cohérente. Voilà, donc moi,
agriculture, alimentation, C'est tout intimement lié, lié, bien sûr. mais il faut qu'on soit un peu cohérent et pragmatique. D'accord, merci beaucoup, c'est tout pour moi.